Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de régler la vitesse de lecture à 1,25 ou 1,5. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42, où nous allons partir à la découverte d'un jeune dirigeant ayant repris l'entreprise familiale il y a plus d'1 an. Résolument anti-extrémisme, politique, écolo ou tout autre, il n'en est pas moins un farouche défenseur des valeurs humaines, économiques et environnementales de l'entreprise. Circuit court, économie d'énergie, respect du bien-être de ses collaborateurs, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Thibaut Maisonneuve, dirigeant passionné et passionnant de la société RM Étiquette. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Thibaut Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité d'RM Étiquette ? Alors, RM Étiquette est une PME. Nous sommes 12 collaborateurs. On est implanté dans la vallée du Gier, secteur assez stratégique, le long de l'autoroute entre Saint-Étienne et Lyon, un axe autoroutier qui est très pratiqué. Et donc, nous sommes fabricants d'étiquettes industrielles depuis maintenant 1963, date du rachat par croissance externe d'une société qui était la société Baronnier à l'époque. La famille Ravel et Maisonneuve d'origine, nous étions dans la passementerie, tresse et lacet. C'est aussi lié à la localité. Et puis par le rachat de croissance externe d'une société, mais qui fabriquait une pièce nécessaire dans le processus de fabrication, l'activité étiquette a débuté. D'accord. Et donc voilà, elle a prospéré d'année en année. En 1991, la marque EREM Étiquette a été créée. Ouais. Ça veut dire quoi, EREM ? Mais justement, établissement Ravel et Maisonneuve Étiquette, qui était le nom de la société précédente donc de passementerie, qui a été LCD. La passementerie, à un moment donné, était en déclin par rapport à la mondialisation, et cette partie donc a été cédée à un groupe stéphanois, et l'étiquette a plutôt prospéré. Donc mon père à l'époque a scindé les deux structures. D'accord. J'imagine que c'est un milieu assez technique, les étiquettes. Est-ce que vous nous expliquez un peu mieux quel est votre métier, quels sont vos produits, qu'est-ce qui fait vos spécificités aujourd'hui ? Alors, l'étiquette en tant que telle qu'on la fabrique nous, donc c'est une étiquette somme toute assez simple, mais elle a quand même des particularités techniques. D'une part, c'est une étiquette qui est non adhésive, contrairement à tout ce qu'on peut voir du commun des mortels en tant que consommateur final. Non adhésive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle. Et nos étiquettes, elles servent à tracer, à identifier des produits dans un processus de fabrication de nos clients. Elles sont donc pas collées, elles sont attachées, soit auto-attachables parce qu'elles ont des formes particulières qui puissent s'attacher sur des pièces, soit avec des éléments additionnels qu'on vend aussi. Donc notre technique en fait, c'est d'approvisionner donc la matière teintée dans la masse. C'est une matière aujourd'hui qui est essentiellement un polyéthylène 100% recyclable. Et donc on l'approvisionne en feuille ou en bobine, on vient le transformer, soit l'imprimer et le découper et le conditionner, soit simplement le découper et conditionner. Votre cible de clientèle aujourd'hui ? Alors c'est l'industrie en règle générale. L'industrie, c'est la métallurgie, la sidérurgie, l'industrie du chimie, les laboratoires pharmaceutiques, l'automobile, l'aéronautique, beaucoup l'agroalimentaire maintenant. C'est plutôt en progression. Donc tout un tas de secteurs, ce qui nous est plutôt profitable, puisqu'on n'est pas dépendant d'un secteur en particulier, ni d'un client en particulier. Et avec ce savoir-faire, vous travaillez à l'international un petit peu ? Alors très peu, mais un peu. On développe essentiellement, on est sur 15%. Pourquoi ? Parce que c'est souvent nos clients qui sont implantés dans les pays européens limitrophes, parce que encore une fois, nos étiquettes n'ont pas de forte valeur ajoutée, donc de les livrer à l'autre bout du monde, ça n'a pas de sens. Mais des pays limitrophes européens, oui. Et c'est plutôt en progression. Ok, merci pour la présentation. On va parler de votre petit parcours de vie. Enfin, petit, pas petit d'ailleurs. Vous êtes né le 1er septembre 1986 à Saint-Chamond. Exactement. Vous avez grandi à Saint-Chamond. Voilà. Avec des frères, des sœurs, donc une grande sœur. C'est ça, une grande sœur aînée de 2 ans. Ouais, qui s'appelle Chloé. Oui. Et vos 2 parents. Exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle est votre situation ? Aujourd'hui, je suis pas marié, mais pacsé, fidèle puisqu'on est ensemble depuis que j'ai 17 ans. On a construit de beaux enfants, une vie de famille, on s'est installé, on a un peu bougé pour des raisons professionnelles. Donc ma compagne m'a suivi, Anastasia.
voilà, durant les périodes d'apprentissage de métier, hein, quelque part. Et puis on s'est installé. On a voulu retourner aux sources, donc revenir dans la région d'une part parce que moi j'avais le projet de reprendre l'activité familiale, et d'autre part parce que même si la région stéphanoise n'est pas forcément touristique et hyper attractive, ça dépend des endroits. Hein. C'est une très belle région, hein, mais peut-être moins que d'autres. Ça fait du bien de revenir aux sources et de retrouver sa famille, ses amis, ses origines. Ouais. En parlant des origines, comment vous étiez petit ? Plutôt calme, ouais. Enfin, ouais, plutôt calme, plutôt posé. Toujours assez solitaire quelque part parce que j'ai plutôt pratiqué des sports individuels. J'ai fait beaucoup de tennis. J'ai essayé le foot et voilà, un peu de rugby. Rugby, c'est bien passé, le foot un peu moins. Plutôt solitaire. Ouais, plutôt solitaire, mais avec beaucoup de copains aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver. Voilà. D'accord. La scolarité bien passée ? Ouais, pas très bon, mais pas très mauvais non plus, un peu moyen, juste ce qu'il faut. Jusqu'au bac STT ? Ouais, jusqu'au bac où voilà, on n'est pas très assidu, on loupe des cours, on pense à autre chose et puis on loupe le bac. On loupe le bac, mais je regrette rien parce que je l'ai loupé avec mon meilleur ami qui l'a loupé aussi, et on s'est retrouvés après dans la même classe de nouveau. C'était du bonheur à refaire, je le referais. C'était la dernière année, j'avais pas redoublé avant, donc quelque part c'est une expérience que j'aurais pas aimé de louper. Donc le bac acquis, après vous partez en BTS en alternance ? Ouais, BTS en alternance. Quel BTS ? BTS NRC, c'est négociation, relation clientèle, donc voie plutôt générale, orientée commerciale. En alternance, moi je voulais trouver dans une société autre que celle de la famille, hein, d'RM Étiquette. Bon, le fait est que c'est pas évident de trouver des sociétés qui puissent nous accueillir en alternance. RM le faisait et on le fait toujours d'ailleurs. Donc voilà, j'ai intégré pendant 2 ans, les 2 premières années en alternance. Ça m'a permis aussi d'avoir cette appréhension de la société familiale. C'est-à-dire que je le vivais à titre personnel, hein, parce que mes 2 parents travaillaient dans la société. En général, quand ils ramènent les informations de la société à la maison, c'est pas forcément toujours les bonnes. Enfin, donc voilà, je vivais le truc et là, c'était important aussi de le vivre en étant actif dans le. Bien sûr. Derrière, après ça, vous continuez en licence, en alternance toujours ? Licence, c'est ça. Toujours en alternance, 1 an de plus, donc toujours chez RM Étiquette. C'était l'une de mes meilleures années scolaires. C'est-à-dire que ouais, c'était un très bon groupe. Le petit sourire dit que est-ce que c'était la scolarité qui était une très bonne année ? La scolarité était assez simple, et puis il y avait vraiment un bon groupe, donc j'ai gardé contact. D'ailleurs, je vois des gens le week-end prochain, enfin, avec qui on a créé des fortes affinités, et c'était top, c'était vraiment super. Ouais. Ok. Donc après cette bonne année en licence pro, une aventure particulière ? Ouais, vous partez pour l'Écosse. Partager entre le fait de travailler tout de suite en temps plein, hein, dans une société qui nous fait confiance, ou partir à l'étranger. J'avais l'expérience de mon beau-frère qui était parti en Écosse, que j'étais allé visiter à Édimbourg. Bon, et puis je me suis dit pourquoi pas faire pareil. Donc je me suis inscrit en plus dans une école là-bas. Mon niveau d'anglais était tellement faible que je me suis inscrit au niveau bac. Enfin bon, j'ai fait une première journée, puis j'ai pas continué parce que je voulais être autonome financièrement, et puis parce que voilà, donc j'ai trouvé un boulot là-bas qui m'a permis de vivre pendant 1 an en temps plein, à 39-40 heures. Enfin, c'était intéressant dans une salle de sport. Voilà, j'étais member car, donc ça ramène aussi. Mon rôle était de laver les sanitaires, les vestiaires, les toilettes, de repasser et de fournir les serviettes aux adhérents, avec tout le côté positif et négatif de ce job-là. Mais c'était bien, ça m'a bien. Ouais. Est-ce que cette expérience-là vous a apporté quelque chose de particulier pour votre avenir professionnel que vous vivez aujourd'hui chez RM Étiquette ? Directement non. Après, c'est oui et non. C'est-à-dire que ça m'a permis de m'assurer d'être autonome ailleurs, dans un pays où je connaissais finalement très peu la langue, seul, parce que j'y suis allé seul, avec quelques sous. Alors j'avais une moto, une enduro que j'avais vendue, voilà, j'étais parti comme ça. Et voilà, c'est plutôt pas dans mon métier professionnel actuel, mais mine de rien, ça m'a aidé à avoir confiance en moi cette année, même si j'ai pas toujours confiance en soi. Mais assumer une sorte de capacité à l'aventure, quoi. Ouais, un peu ça, ouais. Ok. Après votre expérience en Écosse. Et retour. Avant de continuer d'ailleurs, tout à l'heure vous parliez donc de RM Étiquette, donc l'entreprise familiale. Donc à cette époque-là, vous faites vos études. Est-ce que c'est déjà prédestiné pour vous ?
Oui, parce que depuis tout petit, j'ai toujours eu ça en tête sans avoir conscience de ce que c'était. Parce qu'on vit dedans en fait. On vit dedans, on voit son père qui est un peu un dieu quoi. Hein. Son père c'est comme ça que je le conçois. Donc voilà, on veut prendre Maintenant, la c'est suite. vous Et puis non, j'ai pas. Non, il faut tuer le père. Il faut. J'ai pas fini. Donc voilà, oui. Et puis après, on s'échappe un peu, on devient autonome parce que voilà, par rapport à la vie professionnelle que j'ai pu avoir ailleurs. Mais ouais, j'avais toujours ça en tête derrière. Et puis ce challenge, hein, cette espèce de challenge, parce que dans mes autres vies professionnelles, j'ai toujours essayé de gérer, en tout cas comme si c'était ma petite boîte, mon portefeuille client, etc. Ouais. Un peu dans. Mais est-ce que c'était quelque chose qui était quand même prévu? Votre père voulait vous transmettre l'entreprise? Ouais, c'est une question. Oui, c'est une question qu'on s'est posée tôt. D'ailleurs, on l'a organisée même 10 ans avant la passation, par à la fois une partie de donation au départ, et après le rachat d'actions dès que je pouvais, voilà, de différentes façons. Mais voilà, ouais. On l'a organisé, c'était voulu. Et puis l'entreprise date de même d'avant, hein, donc c'est intéressant que ça reste dans le périmètre familial. Bon, merci pour l'éclairage. Donc on part d'Écosse. Donc on part et on commence l'aventure professionnelle. Et on tente l'aventure professionnelle. Donc déjà là-bas, j'ai fait des recherches pour trouver un emploi. Pour moi, il s'agissait surtout qu'une boîte me fasse confiance et que je sois, de se sentir redevable quelque part à cette société. Donc j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai passé 1 ou 2 entretiens, du moins avec une société donc qui était basée à Toulouse, la société Delna, qui a malheureusement maintenant périclité, et qui m'a fait confiance pour être commercial sur la région Bourgogne. Voilà, avec une dizaine de départements pour vendre donc de l'étiquette adhésive pour le coup et des machines de pose d'étiquettes. Donc c'était déjà dans le secteur de l'imprimerie étiquette alors qu'il n'y avait absolument pas de lien avec RM. Enfin, pour le coup, j'ai pas été pistonné. Souvent on me dit c'est ton père qui a. Non, enfin ça s'est passé comme ça. J'aurais pu vendre autre chose, mais voilà. Donc première expérience pendant 2 ans. Et puis après, les opportunités font que j'ai pu intégrer le groupe Otajon. Alors Otajon, pour moi, c'est hyper important parce que dans le domaine de l'emballage, c'est une belle société familiale qui a réussi en peu de temps. Voilà, plein de sites maintenant. Enfin, c'est vraiment une réussite pour moi. Et d'intégrer le groupe, c'était hyper intéressant, valorisant. Qu'est-ce que vous y avez appris ? J'ai perfectionné quelque part la vente, le contact client, tout cet aspect marketing et commercial. Et j'ai eu la chance, en fait, de travailler, alors pas directement, mais de voir des directeurs de sites. Puisque les gérants, ceux qui pilotaient les sites de production étaient des directeurs. Ils durent environ pendant 2, 3 ans, 4 ans dans ces groupes. Durée de vie limitée. Durée de vie limitée, alors de leur part ou pas, mais moi, en tout cas, ça m'a permis de voir différentes façons de faire. Et puis, j'ai pu naviguer sur des sites différents, puisqu'au début, j'ai travaillé pendant 2, 3 ans dans la division étiquette vin et spiritueux, avec 2 ou 3 directeurs de sites en peu de temps, dont un qui fait partie des personnes que j'admire en fait dans sa façon de faire. Et puis ensuite, sur la partie donc packaging, donc des sites un peu plus gros, plus de chiffres, plus d'enjeux aussi, et encore une fois des façons de faire de dirigeants, de directeurs de sites bien différents, mais très intéressants, que j'ai aimé, différents mais que j'ai aimé à chaque fois. Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'apprendre et de puiser et de me servir aujourd'hui de ce que j'ai pu dans certaines situations ou d'appliquer ce que j'ai pu voir. Ok. Et après, vous passez à l'entreprise RM Étiquette, la reprise de l'entreprise familiale. Et après, on s'était mis un peu un compte à rebours avec mon père, qui était à la date de son départ en retraite. Il n'avait plus lieu quelque part au niveau de ses points de retraite et de ses trimestres de travailler plus. Moi, j'arrivais à 34, 35 ans. Faut pas trop traîner non plus. Après, et puis je me sentais les capacités. Donc voilà, compte à rebours. Et puis après, j'ai annoncé même un an avant chez Hopman, à la société où j'étais, du groupe Otajon, que je partais, que j'allais partir, ce qui leur a permis de recruter. Enfin, on a fait les choses correctement. Ils m'ont fait confiance. Et puis voilà, petit à petit. Et puis voilà, c'est tombé le 1er avril 2021. Donc la date n'a pas été choisie c'était pas une blague. Pour faire une blague, ouais. Et puis en avant, quoi, avec beaucoup d'inconnus, beaucoup de challenges, beaucoup de pression, parce que c'est reprendre une boîte comme beaucoup, mais c'est aussi prendre la boîte familiale, prendre la place du père aussi, avec la réussite qu'il a eue, en fait, parce qu'il a fait progresser l'activité.
Donc voilà. On voit que votre père a de l'importance pour vous. Ouais, oui, ouais, beaucoup. Si vous le voulez bien, on va rebalayer quelques dates marquantes de votre histoire. Août 2021, grave accident de scooter. Ouais, j'ai 14 ou 15 ans. Voilà, donc on part en vacances Sainte-Maxime avec un copain, ma sœur et voilà mes parents. Et puis on loue donc des scooters. L'idée c'était mes parents n'étaient pas favorables. Bon, mon père a cédé. Je leur remercie. Et du coup, l'idée c'était de passer les vacances. Voilà, si ça se passait bien avec la location de scoots, je pouvais en avoir un en rentrant. Et donc moi, ma semaine s'est bien passée. Je l'ai rendue. Ma sœur avait encore quelques jours et puis elle avait plus d'essence. Je me suis proposé d'aller chercher de l'essence, tout content. Donc j'ai pris le casque qui n'était pas le mien, trop large, j'étais en claquette, maillot de bain, etc. Tout ce qu'il fallait pas, et je pars, et puis je reviens pas tout de suite parce qu'en fait j'ai percuté une personne sur un passage piéton. J'étais en faute totale, donc perte de connaissance. J'ai dû taper il y avait des témoins, j'ai dû taper un plomb en béton sur le trottoir, donc au niveau du visage. Donc voilà, je reviens pas tout de suite. Les pompiers m'emmènent à l'hôpital à Saint-Tropez, quand même, c'est pas mal. Donc voilà. Et puis j'ai eu des opérations visage, lèvres, les dents, puis des brûlures, quoi. Après rien de. Mais voilà, ce qui est important dans cet accident, parce que c'est une date importante dans ma vie, c'est le sentiment de culpabilité et de regret fort quand j'ai repris connaissance sur le trottoir. Je pouvais pas bouger, mais très fort. C'est-à-dire que je venais de bousiller les vacances, je venais de perdre la confiance qu'avaient mes parents parce qu'ils m'avaient fait confiance en fait pour ça. Ma sœur qui m'a laissé son scoot, je voyais bien la culpabilité qu'elle allait avoir. Et puis voilà, sans pouvoir revenir en arrière en fait. Donc c'est ça, vraiment sentiment de gros regret. Bon, et puis après on attend, puis on se laisse. On fait un peu une coupure psychique, quoi. On se met un peu en retrait et puis on attend que ça se passe et puis voilà, après ça passe. Vous l'exprimiez d'expérience apprenante? Ouais. Et d'ailleurs, mon père me l'avait dit. Il m'a dit, mais c'est bizarre, et toi à l'hôpital, t'as tout de suite dit. Donc j'avais du mal à parler, mais il m'a dit, c'est une expérience. Enfin, je lui ai dit, c'est une expérience. Et ça l'a fait un peu rire. Enfin voilà. Et ouais, expérience apprenante parce que bon, je touche du bois jusque-là, j'ai pas eu d'accident de voiture, mais ça m'apprend à être vigilant, à faire attention aux autres aussi. Ouais, vraiment apprenante. Ok. Malheureusement, vous aurez eu d'autres histoires aussi avec les accidents de la route. Ouais. Il y a eu 2 dates importantes, 2007 et 2008. Ouais, deux copains, malheureusement, voilà, qui se sont tués sur la route. L'un en voiture, l'autre en moto, à 6 mois d'intervalle. Choquant parce même si j'avais eu l'accident, quoi, on se sent un peu immortel, quoi. On peut pas penser que ça peut arriver dans notre entourage, et puis là ça arrive. Il y a une connerie de faite à chaque fois dans les accidents, c'est toujours ça, pas forcément de la faute. Ce qui est plus le décès des copains est choquant. Ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que Michael, donc le deuxième copain qui est décédé à 6 mois d'intervalle, on est allé aux obsèques de Johan avant, et puis on discutait, lui il faisait de la moto, donc je lui dis fais gaffe, que je me revois, lui, fais gaffe, ça peut arriver et tout. Et puis il disait mais non, t'inquiète, je suis un pilote. En fait ça peut arriver, quoi, faut faire gaffe, ça peut arriver. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Ouais. Et puis encore une fois regret, quoi, parce qu'on peut pas revenir. Ouais, c'est définitif. C'est définitif. Après ces périodes difficiles, 2009, liberté et autonomie à Édimbourg. Donc là, vous en avez parlé tout à l'heure déjà. Ouais. Vous n'avez pas parlé de la liberté? Liberté, si, parce que on est libre, hein, on s'échappe du périmètre des parents, du regard des parents. Et là, c'est à la fois la fête, c'est à la fois, c'est sympa, c'est le début de la vie adulte. Non, c'est top, complètement autonome. Et puis cette notion de responsabilité aussi, parce que il faut payer, il faut vivre, Puis moi, il n'était pas question de demander de l'argent à mes parents, donc je voulais me débrouiller. C'était aussi ça le deal que je m'étais fait. Je voulais surtout pas. Je voulais être autonome financièrement et. D'accord. Et puis après janvier 2013, une autre épreuve pour vous, encore une fois endeuillé. Ouais. Toujours, c'est encore là une incompréhension. D'ailleurs, avec ma compagne, mais moi particulièrement, je me dis tiens, faut que je consulte par rapport à ça, parce que c'est vraiment un point que je pige pas. Donc mon beau-frère, le frère de ma compagne, qui décède brutalement à 30 ans.
Bon, voilà, un effet marquant, et avec cette appréhension que ça nous arrive aussi, de pas comprendre pourquoi. Et puis, enfin, ouais, c'est compliqué. Ouais. Bon, beaucoup d'épreuves, hein. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup, enfin, par rapport à d'autres probablement. En tout cas, c'est marquant pour vous. Ouais, par contre, c'est marquant. Bah, c'est des effets marquants qui sont troublants, qui parfois. J'ai des angoisses. Je suis persuadé que c'est à cause de ça. La nuit, sur cet aspect, sentiment d'avoir une hyper conscience de la vie et de la mort, de penser des fois des angoisses. Voilà, ça arrive. Bon, c'est pour ça qu'il faut que je consulte, je pense. Sophrologue ou un truc comme ça. Bon, on va passer à la suite qui est un peu plus heureuse. 2014, vous passez cadre commercial. Date marquante pour vous? Ouais, date marquante parce que professionnellement, je m'étais dit, tiens, cadre commercial, c'est pas mal, quoi, d'être cadre, quoi. Ça fait monter, c'est psychologique, c'est le mot. Et je m'étais dit avant 30 ans, et puis c'était avant. Donc j'en étais tout fier. Objectif rempli. Objectif rempli, ouais. Épanouissement à ce moment-là professionnel, ouais. Et puis ça me rassurait aussi par rapport à la suite. C'est-à-dire que si je suis capable d'être cadre commercial, j'encadrais personne, hein, c'est juste le statut. Mais ça me faisait plaisir et ça me rassurait. Ça m'a rassuré. Après, on enchaîne avec la naissance magique, comme vous dites, de Marius. Et ouais, Marius, c'est Marius. J'étais frileux d'avoir des enfants parce que faut les assumer, un peu manque de confiance en soi, etc. Et puis là, on a eu des difficultés pour avoir des enfants pendant 3-4 ans, on se remet en question. Et puis voilà, c'est arrivé. Puis des fausses couches, de fausses couches. Et puis c'est arrivé, voilà. Et puis on avait décidé de pas connaître le sexe. Moi, j'avais une préférence pour avoir un garçon. Et puis voilà, quand il arrive, c'est magique. C'est magique, c'est juste magique. Et là encore, il a 6 ans. C'est top. On a de la complicité. Je passe le plus de temps possible avec lui, en tout cas. Et c'est top. Ouais. Et puis ma fille après. Ouais, du coup vous parliez du sexe exactement, donc une fille. Donc une fille et choix du roi, donc top aussi. Capucine, c'est ça. Ouais, Capucine. Ouais. C'est top aussi. Je le marque un peu moins parce que le premier est un premier. Malheureusement c'est comme ça, mais le premier est un premier, donc c'est un peu différent. Mais j'ai aussi beaucoup de complicité avec elle. Je passe aussi beaucoup de temps avec elle. Moi, elle est encore petite, elle a 2 ans. Mais ouais. Donc voilà, Paxé, 2 enfants. Et Paxé, 2 enfants. 1er avril 2021, l'aventure entrepreneuriale, voilà, avec Pour traverser tout ce chemin de vie là, que vous nous avez témoigné, est-ce que vous avez des personnages importants, des personnages célèbres, des mentors, des sources d'inspiration particulières qui vous ont aidé qui vous aident encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Alors déjà dans l'échange, je l'ai pas forcément dit avant, mais dans l'échange, je m'accompagne à une importance forte. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu ma moitié. On est plutôt complices, on parle beaucoup. D'ailleurs, dans toutes les étapes qu'on a vécues avec les décès de son frère et puis de mes copains, elle était là. Et dans toutes les étapes qu'on a pu avoir, heureuses ou malheureuses, elle est là. Et voilà, on est très fort. Ça nous a même renforcés. Donc c'est très bien. Et après, tout au long de la carrière, j'ai essayé d'observer ce que je disais tout à l'heure, les comportements, les façons de faire de chacun. Je dis pas que je les applique en permanence, mais voilà, le premier c'était Alain Châtelet, c'est le commercial avec qui j'étais en binôme sur la région donc Bourgogne chez Delna, qui pour moi était un peu un expert en art. Il avait une façon de faire artistique auprès des clients, mais fallait le voir. Enfin c'était un peu du spectacle, j'en parlais. Voilà, donc il est parti à la retraite ensuite. Mais voilà, une façon de faire originale, artistique, qui m'a beaucoup plu. Ensuite, certains directeurs de site, donc Olivier Huberson, qui était le 3e directeur de site d'Otajon Bourgogne, donc dans les étiquettes, qui avait une façon de faire très froide. Il avait une mission, mais très froide, rigoureuse, pas aimée, mais efficace. Ça a fonctionné. Sa mission, elle était là. Il est toujours en place. Ils lui ont confié un 2e site. Et j'ai bien aimé ça. Pas humain. C'est pas que j'aime le côté pas humain. C'est qu'il avait une mission. Efficacité. Plutôt l'efficacité. Voilà. Ensuite, sur un site plus récent, Hopman, Gilbert Tatamella, qui était le directeur depuis plus de 10 ans, 15 ans. Pareil, très rigoureux. Façon de faire un peu à l'ancienne, très très économique, voire radin, pas aimé,
très dur. Mais non seulement ça fonctionnait, mais en plus à cette époque il y avait des primes assez élevées, c'est-à-dire que les gens le critiquaient, mais bon, ils étaient bien contents. Et puis quand il est parti en retraite, et ben ça a changé. Et puis finalement, il était aimé là à ce moment-là. Donc voilà, bon, intéressant. Mais sa façon de faire, moi je l'ai aimé. J'ai aimé. Alors je disais pas trop, mais j'ai aimé sa façon de faire. Puis après Xavier Boudevillain, un autre directeur de site un peu différent parce qu'il était plus moderne, plus dans le côté amical, plus dépensier dans les investissements. Voilà, ça a marché aussi d'une façon différente, mais ça a marché. Et je pense que voilà, de nos jours, sa façon de faire est plus appropriée à mon avis. Je sais pas si elle est moins efficace, mais en tout cas, elle est peut-être plus appropriée sur le côté humain. En tout cas. Voilà. Après, bon, Gilles Poncato, c'est le directeur commercial groupe au Tajon. Je sais pas comment le décrire, mais avec beaucoup de charisme, de recul, d'humilité, parce que c'est quelqu'un qui a grandi avec le groupe et qui a été toujours présent, qui sera bientôt en retraite d'ailleurs. Voilà, vraiment inspirant. Et pour le coup, je pourrais jamais être inspirant, mais inégalable à mon avis. Vraiment. Ouais. Et puis, selon moi. Et puis après, mon père, forcément. Ouais. Mon père, Olivier. C'est un peu un dieu vivant. Alors c'est compliqué parce que pour moi, petit garçon, on voit, je sais pas si Marius fait pareil avec moi, mais on voit son père avec le parcours, puis il aime bien le réseau, il connaît du monde, il a fait des choses. Il est long, chemin papa, quoi. Enfin, t'as envie de le doubler, t'as envie de faire mieux, t'as envie au moins de l'égaler. Tu te dis, ça va être compliqué. Et en même temps, moi, dans la reprise de la boîte, il s'agissait un peu de le tuer. Quelque part, on en a beaucoup parlé. Il le dit beaucoup. On lui a dit de me tuer, virtuellement, évidemment. Et puis, je le fais. Alors, ça me fait mal au cœur, mais je le fais. Pas avec plaisir, mais voilà, il faut que je prenne ma place. À la fois dans l'entreprise. Donc ça, je pense que ça a été fait plutôt rapidement. Et il m'a beaucoup aidé parce qu'il s'est écarté. Ce qui n'a pas été simple pour lui. Mais même dans le réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux vivre Thibaut Maisonneuve, quoi, pas fils d'Olivier. Bien que je sois très fier d'être le fils d'Olivier Maisonneuve, mais voilà, faire ma place. Et donc il a une place très très importante. Il vient tous les jours, on discute, on s'appelle. Il est plus présent maintenant qu'il l'a été quand j'étais petit, parce que bon, il était occupé voilà, sur ses côtés affaires professionnelles, mais puis ça l'intéresse peut-être plus maintenant qu'avant. En dehors du travail, vous avez des passions, des hobbies? Ouais, donc il y a le travail. Après, des passions, c'est de passer du temps. Alors, je sais pas si mais passer du temps avec mes enfants. Je me suis accordé là maintenant un mercredi après-midi sur 2 pour suivre Marius au foot, là, coacher les petits les samedis. Vraiment, ça c'est ma priorité en fait, c'est de passer du temps au-delà du travail. Après, je pratique un peu de sport, mais c'est voilà, j'ai pas le côté fitness physique que peut avoir un sportif. Vous parliez aussi mais par contre, ça fait du bien à la tête, quoi. Donc j'y vais souvent entre midi et 2 dans une salle, je cours et puis le week-end je cours. Là, le plus possible, je sue, je souffle, je me fais mal, mais ça fait du bien. Ouais. C'est l'endorphine, on sent le truc. Ouais. Vous me parliez aussi de films et de séries pour s'échapper. Quel genre de film ou de séries? Alors plutôt du réel, plutôt des films réels qui sont passés, historiques ou présents. Avec une intrigue, des thrillers, des choses comme ça. Après, je suis pas fixé. J'aime me laisser surprendre. Il m'arrivait, moins maintenant, mais d'aller au cinéma en se disant, tiens, il y a cette affiche, on va essayer. Et puis sentir venir les émotions. Mais c'est surtout des moments, en fait, pendant 1h30, 2 heures, où le temps de la série, où rien ne se passe. C'est-à-dire que c'est son moment. Rien ne peut se passer quelque part. On coupe un peu tout et on est projeté dans le film ou la série, si tant est qu'elle soit bien. Et puis voilà, on est bien. On est bien. Ouais. Quand on vous demande vos 6 valeurs fondamentales, vous dites humilité, loyal, honnête, courage, fidèle, travail. S'il y en avait une qui devait surpasser les autres, laquelle serait-elle? Loyal. Développer. Loyal, c'est peut-être celle qui loyal, pour moi elle couvre un peu aussi l'honnêteté, le courage et la fidélité. Donc voilà,
quelque part aussi le travail, peut-être moins l'humilité, mais ouais, la fidélité aussi. Voilà, je suis fidèle aux copains, je suis fidèle évidemment à ma femme, je suis fidèle à mes valeurs aussi. Ouais. Ouais. Ok. Aujourd'hui, si on vous demande de vous définir, vous me dites que vous êtes solitaire. Ouais, alors il me semble avoir toujours été solitaire, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que j'ai besoin moi de me retrouver. Je le faisais beaucoup avant quand j'étais sur la route commerciale. Je le fais moins maintenant, sauf quand je fais les trajets maison boulot ou boulot maison. Et puis ou quand je vais courir, voilà, c'est mon moment. Mais j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver seul, de réfléchir, de penser seul, de débattre seul. Débattre seul. Okay. Ouais, d'échanger avec moi-même en fait, c'est ça. Enfin, au moins on gagne à la fin. Ben on gagne pas, parfois c'est épuisant. C'est vrai. Non mais voilà, de réfléchir en fait, de se poser, de regarder un peu l'extérieur, la nature et puis et d'être seul. Ouais. Heureux et épanoui. Bah ouais, parce que j'ai de la chance. Je suis en bonne santé, mon entourage est plutôt en bonne santé. J'ai des beaux enfants qui sont aussi en bonne santé. J'ai un métier qui m'éclate parce qu'on s'épanouit, hein, même dans l'adversité, mais on s'épanouit. Ouais, je suis content, ouais, je suis bien, je suis heureux. Ouais. Ouais. D'après vous, et ce sont vos mots, vous êtes impatient et en insatisfaction permanente. Ouais, je suis impatient. Après, j'espère en vieillissant d'être moins impatient parce qu'on a envie, j'ai envie que ça aille plus vite. Je suis impatient sur plein de trucs. Et puis, comme ma compagne me le dit, je suis toujours en train de dire, qu'est-ce qu'on fait après, en fait, j'ai besoin, en fait, de savoir ce qu'on fait après. Ça me rassure. Je le fais inconsciemment, en fait, maintenant. Ouais, impatient, ouais. Après, je sais que vous avez un petit côté un peu rebelle, mais on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de l'avenir. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une technique ou des conseils à nous donner sur la façon dont vous gérez le stress? Bon, des conseils, j'ai pas la prétention de pouvoir donner de conseils. Après, sur le stress, je le suis stressé parce que voilà, même physiquement, enfin, je veux dire, j'ai un peu de psoriasis, là, j'ai eu un petit zona à un moment donné, voilà, c'est des marqueurs. Parfois on dort moins bien que d'autres fois, mais donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de conseils. C'est le sport, après le sport et la musique, c'est-à-dire que le sport fait un bien fou à tous les niveaux, enfin peu importe, mais c'est de se dépenser, de se vider la tête par rapport à ça. Et puis la musique, ouais, moi j'aime bien mettre la musique un peu fort, toute musique, ça peut être partir du Pierre Perret au classique, au rap, enfin vraiment au pop rock, enfin tout, vraiment tout. Mais je suis capable d'écouter une musique 10 fois de suite à fond. Ouais. Voilà. Ça défoule. Ça défoule. On va revenir sur RM Étiquette. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est une dizaine de salariés. Ouais. Quelle est la structure ? Quelle est l'évolution attendue ? Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors, j'ai pas forcément le souhait d'en faire une grosse structure. Moi, mon idée première, c'était de la rendre un peu plus efficiente, c'est-à-dire d'utiliser mieux l'outil informatique, d'utiliser les forces vives, donc les ressources humaines uniquement pour les valeurs ajoutées que les hommes peuvent apporter, de fluidifier les choses, voilà, d'organiser un peu mieux. Je dis pas que c'était pas organisé, mais voilà, on évolue, hein, donc on est passé plutôt d'un système artisanal ou semi-artisanal à semi-industriel, puis voilà, industrialiser les choses. Moi, ma priorité, c'est que les gars et les femmes viennent au boulot avec la banane, qu'ils puissent repartir avec la banane et qu'ils puissent se dire à la fin de la journée, j'ai accompli un truc qui était un peu intéressant, j'ai passé une bonne journée. Et je suis plutôt content de revenir, même si c'est parfois alimentaire, je suis plutôt content de revenir demain. Et puis d'améliorer aussi le cadre du travail, hein. On a fait quelques travaux, on a le ballon ergonomique. Oui, il faut en parler quand même, parce que vous êtes quelqu'un de particulièrement intéressant de ce côté-là. Pour ceux qui vous connaissent, vous avez quand même une façon de travailler avec vos collaborateurs qui est, je sais pas comment l'exprimer, mais pas cocooning, mais bienveillante, ça c'est sûr. Et après, avec la volonté de toujours bien faire, de toujours apporter le cadre, ce que vous venez de dire, le meilleur possible.
Ouais, moi je pense que ça peut marcher, enfin une boîte peut marcher que quand les gens sont dans un bon cadre et évoluent dans un cocon, que ce soit d'un point de vue physique, hein, c'est-à-dire qu'avec les bureaux, ballon ergonomique ou même dans le cadre du travail ou de l'entreprise en général. Donc on avait fait des échanges, le Vie ma vie, on a passé sur un mois des échanges entre collègues pour comprendre ce qu'était le métier de l'autre et éviter de se reprocher des choses sans en avoir la compréhension. Après, c'est des sorties, alors des formations d'une part, hein, on n'était pas habitué à faire des formations, on a fait des formations commerciales, formation 5S, formation Excel, formation et puis des journées à l'extérieur en équipe. Donc on a fait du karting, on a fait du high fly, simulateur de vol. On a fait donc les abeilles, on en reparlera tout à l'heure. C'est 4 formations et sorties. Et puis voilà, j'ai prévu d'autres choses. Je veux pas spolier parce que c'est toujours un peu la surprise. Et puis des repas et puis le côté familial. Et après, j'ai mis en place assez rapidement le jour de congé offert aux salariés. C'est-à-dire que leur jour de congé, c'est leur jour à eux. Ils ont pas forcément la famille à la maison, c'est vraiment à eux. Pas grand-chose, mais c'est appréciable. Donc des petites choses, les aménagements d'horaire au bureau maintenant ils ont leur après-midi de libre. On arrange les choses de façon. Il y a quelqu'un, Grégory, qui vient avec son chien. Tous ne peuvent pas venir avec leurs animaux, on est d'accord, mais c'est le contexte un peu familial aussi, de la vie de l'entreprise. On vit et on essaye de faire en sorte que ça aille le mieux possible. Du coup, la transition est toute faite. Non, elle est toute faite. Par rapport à votre invité, est-ce que vous pouvez nous présenter votre invité et nous expliquer quel est votre choix, quelles en sont les raisons? Oui, j'ai invité Giovanna, en fait, que j'ai rencontrée à l'occasion d'une assemblée générale au Club G. Elle a exprimé assez rapidement, d'ailleurs, le contexte et... son activité qui, elle en parlera mieux, mais qui était le rapprochement, l'analogie entre les ruches, donc les abeilles, hein, la vie d'une ruche et la vie d'une entreprise. Et assez rapidement, moi, en voulant mettre du sens quelque part à l'entreprise par rapport aux salariés, j'ai fait le lien et puis on a pris contact et on a organisé la journée qui s'est passée au printemps de cette année. Très belle journée, magnifique. On a eu beau temps, donc ça aide. Je crois qu'on était les premiers, donc c'était un petit challenge aussi pour vous. Et ça s'est bien très très bien passé. Enfin vraiment la journée, donc c'était un mix entre de la théorie par rapport à la vie de notre entreprise et puis de la pratique puisqu'on est allé voir les ruches sur les champs. Vraiment très intéressant. Très bien. Giovanna, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement déjà au départ et puis après, qu'est-ce que vous proposez dans votre activité justement que Thibaut vient d'exposer ? Eh bien, donc moi, je suis Giovanna Griot. J'ai travaillé pendant 20 ans en tant que directrice de structure de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai la chance de vivre donc avec Sylvain Robert, qui est apiculteur professionnel. Et finalement, en l'observant, en l'écoutant, en le regardant travailler avec ses ruches et avec les abeilles, l'idée m'est venue de travailler cette question de l'analogie entre l'organisation des abeilles dans une ruche et l'organisation des salariés, des hommes et des femmes dans une entreprise. Comme depuis maintenant 4 ans, j'ai opéré une reconversion professionnelle et que je suis consultante en développement des organisations. C'est comme ça, en fait, que je me suis dit que cet outil des abeilles pouvait être intéressant à utiliser. Donc je me suis renseignée, je me suis demandé si j'avais finalement une idée un peu luberlue ou si vraiment il y a des gens qui avaient réfléchi à ça déjà. Et effectivement, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait des chercheurs, des conférenciers qui avaient travaillé ces questions-là. Donc mon idée n'était pas dénuée de sens. J'ai même eu contact avec certains d'entre eux qui m'ont encouragée à poursuivre ce travail. Donc c'est comme ça que nous avons monté finalement ce projet. Très bien. Voilà. Et sans dévoiler tout le contenu de ce que vous pouvez apporter aux entreprises, quelle serait
la plus grande analogie? Qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, pour nous faire envie, parce que l'idée, c'est finalement d'aller visiter une ruche comme on irait visiter une entreprise inspirante. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de RSE, voilà, toutes ces démarches-là. Et finalement, quand on regarde les abeilles, d'abord, elles ont survécu à l'effondrement des dinosaures. Donc elles, le principe d'essai-erreur, elles l'ont mis en place depuis des millénaires. Et par exemple, sur des questions de la communication, de la qualité de vie au travail, de comment on fait quand l'environnement n'est pas clément, pour donner quelques exemples très concrets. Si on regarde comment elles s'y prennent, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être transposables ou en tous les cas inspirantes au niveau de l'entreprise. Voilà, pour prendre par exemple l'exemple de la qualité de vie au travail, les abeilles, pour qu'elles puissent bien travailler, on va dire, il faut qu'il y ait à peu près entre 31 et 32 degrés dans la ruche. Donc quand il fait 40 degrés à l'ombre, comment font-elles pour maintenir cette température-là? Et finalement, est-ce que ça repose sur une seule personne qui est chargée de la qualité de vie dans la ruche, ou est-ce que c'est collectif? Enfin voilà, toutes ces questions-là, c'est intéressant de les traiter et de les transposer dans l'entreprise. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez dit que ça faisait quoi, 1 an que vous aviez démarré l'activité? Oui, à peu près, oui. Vous en êtes où? Alors aujourd'hui, donc, on a travaillé avec Thibaut pour cette première journée qui a été une vraie belle réussite. Je le remercie d'ailleurs de nous avoir fait confiance. Et depuis, nous avons notamment animé quelques after-work qui nous ont permis de façon très condensée de faire connaître notre activité auprès des chefs d'entreprise. On va animer à nouveau un séminaire au mois de décembre, donc on peut aussi le transposer en hiver. On ira voir les ruches au printemps, peut-être avec cette entreprise si l'occasion se présente. Et puis, on devrait animer d'autres séminaires au printemps puisque d'autres clients ou en tous les cas prospects aujourd'hui nous contactent. Voilà, on a quelques pistes et l'idée là, on est vraiment dans une phase de développement. Donc effectivement, on est dans des recherches d'ambassadeurs et de gens qui auraient envie avec nous de vivre cette expérience. Très bien. Et le côté apiculteur, du coup, tu veux en parler peut-être? Laissez la main. On a la chance, il est présent avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement quel est votre métier, puis qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que vous faites? Donc moi je suis Sylvain Robert, je suis gérant de l'ERL La Tribu des Abeilles. En fait, je suis apiculteur depuis plus de 10 ans, dans le secteur, sur Saint-Chamond, l'exploitation. Et ensuite le projet a pris naissance, comme l'a dit Giovanna. Je précise que c'est ma compagne. On a pris naissance ensemble et donc on s'est dit on va essayer de monter quelque chose. D'abord pour se faire plaisir, pour essayer de faire des choses ensemble et puis de mettre ça un peu au service des entreprises, de comprendre comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne une ruche et d'aller dans ce sens-là. Merci. Thibaut, on va parler un petit peu de l'avenir. Déjà par le prisme de la bienveillance au travail. Par exemple, une journée comme vous avez faite avec l'analogie des abeilles, on comprend qu'il y a quand même double volet sur cette journée. C'est quand même assez intéressant parce qu'il y a un côté formatif quand même et réflexion sur le travail, sur comment on peut l'amener, comment on peut manager, comment on peut apprendre, essai-erreur, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis c'est aussi une sortie, j'imagine, qui a été agréable. Vous avez dit il a fait beau. Ça c'est aussi du team building pur et dur. Vous en êtes où par rapport à ça? Vous pensez quoi du bien-être, par exemple en entreprise, de l'avenir de ça, parce qu'on en parle beaucoup. C'est aussi un phénomène à la mode. Tant pis, tant mieux, je sais pas, mais c'est quoi votre position par rapport à ça? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'abord d'apporter du bien-être à ses collaborateurs? Un peu, c'est-à-dire que ayant été en fait salarié il y a pas très longtemps, c'est vrai que j'ai aussi cette vision des choses. Je me mets à la place des collaborateurs qui viennent chez RM bosser tous les matins, et je pense que l'entreprise doit participer au bien-être des collaborateurs dans l'entreprise à notre niveau. Après, je pense qu'il faut pas aller trop loin non plus, parce que notre rôle doit être limité. C'est-à-dire que le bonheur, les gens qui sont pas forcément heureux, l'entreprise va pas pouvoir les aider. Enfin, je veux dire, on fait le maximum en tant que dirigeant. Après, à titre personnel, on a nos limites. Donc oui, mais non, quoi, pas trop. Ouais, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Et c'est très difficile en fait, parce qu'on est toujours pris à la fois par ce côté humain, avec de la sympathie, de l'empathie, et puis les limites qu'on doit avoir aussi, parce qu'il faut pas qu'on déborde trop, parce qu'après on fait beaucoup de social, mais bon voilà, après
faut pas trop déborder non plus. Ouais. Je pense qu'on je sais que vous êtes très actif de ce côté-là dans RM Étiquette. Est-ce que ça n'a pas pris une trop grosse part pour vous aujourd'hui ? Pour l'instant, je le ressens pas comme ça, mais je suis vigilant à ça. Parce qu'il faut pas que ça le devienne, c'est-à-dire faut pas que ce soit pour moi que ça devienne trop compliqué. Moi pour l'instant je prends du plaisir à faire en sorte d'améliorer les choses. Bon après la difficulté qu'on peut avoir c'est qu'on n'a pas forcément les retours positifs de toute l'énergie qu'on met pour améliorer les choses en interne. Voilà, pour l'instant c'est peut-être trop tôt pour avoir ce recul-là. Est-ce que pour vous, c'est plus votre valeur personnelle ou plus un souci d'efficacité finalement de l'entreprise avec la finalité économique ou un peu des deux ? Le but c'est les deux. Hein. Moi, le but premier, c'était à titre personnel, c'est-à-dire que moi, j'aime bien que les gens soient bien. Moi, je suis content quand les gens sont contents et heureux. Et après, ouais, effectivement, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont heureux et qu'on organise plutôt bien, qu'on fluidifie les choses, en tant que pilote, voilà, on fait en sorte de huiler, que les choses se passent bien, d'enlever les petits grains de sable dans les rouages. Ça doit bien marcher. Les grains de sable, ça peut être justement des problématiques environnementaux des salariés. Donc la limite, je pense, et dans le passé on a pu le faire, c'est de l'aide purement sociale particulière, parce qu'après on met le doigt dans un truc qui est compliqué, même à titre personnel en tant que dirigeant. Donc voilà, c'est peut-être l'expérience qu'on a pu avoir auparavant que je veux pas réitérer. Donc c'est à la fois améliorer, à la fois être parfois plus rigide que ce qu'on l'a été aussi. Ouais. Giovanna, vous rencontrez du coup pas mal de chefs d'entreprise dans votre parcours qui s'intéressent forcément à ce genre de journée, à ce que vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est dans le même état d'esprit que Thibaut ? J'ai envie de dire qu'en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que les gens, effectivement, qui s'intéressent au projet qu'on a développé, ont envie de rechercher une forme de cohésion d'équipe. C'est des gens qui résolument sont tournés vers l'humain et qui sont attentifs à ce que les conditions de travail, alors je sais pas si c'est de l'ordre du bien-être, de l'ordre de la reconnaissance, de l'ordre d'un environnement de travail comme le décrit Thibaut, mais en tous les cas, l'envie, l'aspect très attentif à ce que l'ensemble des collaborateurs puissent être tout à la fois efficace pour l'entreprise dans le cadre professionnel, parce qu'on est bien dans un cadre professionnel, mais en même temps qu'il y ait cette démarche d'innovation, de nouveauté de mode de management, je crois que Thibaut l'incarne très bien, dans une transition plutôt douce qu'il met en place, même s'il a amené beaucoup de choses, mais voilà, il est quand même dans une forme de continuité, il n'est pas non plus dans une rupture totale avec ce qui a existé, on le sent dans son discours, il y a beaucoup de reconnaissance pour ce qui s'est passé avant. Souvent, ça peut être d'ailleurs des gens qui reprennent des entreprises historiquement qui sont déjà dans la famille, mais avec l'envie d'aller vers un mode de management différencié, résolument tourné vers l'humain, et avec cette ouverture sur ce biomimétisme et cette ouverture vers la nature, en se disant que finalement, avec une démarche très humble, où on peut s'inspirer de plein d'apprentissages différents. Ouais. Quand vous parlez de biomimétisme, c'est rigolo parce que avant l'émission, Thibaut, vous me disiez que par rapport à l'environnement, je vous cite encore une fois, je ne suis pas écolo et je déteste les écolos extrémistes qui imposent. J'ai horreur de ça, on est en plein dedans, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des gens qui veulent imposer à d'autres, que ce soit n'importe quoi, religion, façon de penser, donc que ce soit environnemental, que ce soit sur la nourriture, que ce soit dans le sport fatou, je trouve ça hyper intrusif et j'ai horreur de ça. Et sur l'environnement, sur l'environnement, non, mais après c'est du bon sens, c'est-à-dire que évidemment on va pas surconsommer. Moi je sais pas si c'est générationnel, mais chez moi ça fait depuis ça fait 5 ans quand je regarde moi d'éteindre la lumière, de mettre le chauffage pas trop bas, mais quand même le plus bas possible, de faire attention, dire à mes gamins d'éteindre parce que sinon ça coûte, plus pour un aspect financier pour le coup qu'écologique, mais l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on fait des économies d'énergie, c'est aussi pour faire des économies d'argent, quoi, financier. C'est systémique. Il me semble. Quand on vous demande d'imaginer le futur, monde économique, monde de l'entreprise, monde politique, dans ce que vous me dites, j'ai un petit constat de tristesse ou d'inquiétude que finalement tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça bouge dans tous les domaines, il y a les guerres, il y a les Covid, il y a le monde politique qui évolue énormément, la façon dont on fait la politique aussi qui évolue énormément, la façon dont on dirige les entreprises qui évolue énormément. J'ai l'impression, d'après ce que vous me dites, que vous avez une petite inquiétude que tous ces changements, ils apportent pas autant que ce qu'ils pourraient.
Ouais, l'avenir nous le dira. Après, je suis un peu nostalgique, moi, des années 90, qui me semblaient être beaucoup plus libres de tout point de vue. Après, moi, sur l'aspect économique, politique, de l'avenir, on verra. C'est-à-dire qu'on peut difficilement faire des grandes prévisions. Donc, il faut s'adapter, être le plus agile possible. Moi, après, je suis un peu dépité. Je suis un peu, limite, à un point de rupture, déjà d'un point de vue politique. Alors, j'ai mon avis, ça m'intéresse. Je fais des discours, on fait des débats, mais par contre, je vote plus. Voilà, ça fait un moment que je vote plus. Je fais pas confiance aux politiques, quels qu'ils soient, que ce soit des maires ou des présidents de la République. Donc, je suis à un point de rupture, mais je m'intéresse quand même. Voilà, on verra. Je suis pas inquiet. C'est-à-dire que je crois en l'adaptabilité. Faut peut-être justement pas trop regarder en arrière pour pas avoir cette mélancolie ou des années passées. Chaque période a ses points positifs aussi. On vit quand même bien. Moi, j'ai dit, on est heureux. Je suis heureux. Mais voilà, c'est pas évident, mais voilà, c'est pas non plus on vit pas une guerre nous comme on a pu vivre à 39-45 ou des choses comme ça. Donc on est bien, quoi. On vit confortablement, quoi. Faut arrêter d'écouter les médias. Et sauf le podcast Cœur de Business 42. Sauf le podcast. Mais faut pas arrêter totalement. Faut se tenir au courant de l'actualité de l'environnement. Mais ils ont quand même une grosse part de responsabilité d'un point de vue moral, à mon avis, des Français. Moi, j'ai limité, voire quasiment arrêté d'écouter toutes ces chaînes d'infos qui sont qui nous font d'une part culpabiliser et puis d'autre part qui nous font angoisser, alors que finalement à notre niveau, oui, on fait le mieux possible parce que c'est du bon sens, mais on peut pas aller au-delà, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, stop. Et puis on nous dit qu'il faut dormir 8 heures, on nous dit qu'il faut boire au moins 1 litre, ou on nous dit qu'il faut pas manger sucré salé, qu'il faut faire du sport, qu'il faut pas rouler vite, qu'il faut les trajets courts, faut les faire à pied, enfin tout ça, oui, ok, mais si je veux faire un trajet court en voiture, manger 2 kilos de viande dans un repas et puis trop boire et pas faire de sport, enfin, il faut un peu de liberté quand même, il me semble. Giovanna, vous vous lancez dans une nouvelle aventure professionnelle. Oui. Comment vous voyez l'avenir, vous, de ce point de vue-là, du point de vue économique, de l'environnement dans lequel vous lancez aujourd'hui, de l'entreprise ? Comme on dit en systémie, il n'y a pas d'équilibre parfait. Tout système recherche son équilibre en permanence. Et moi, je vois 2 tendances, en fait, et je ne sais pas laquelle, finalement, va gagner le plus du terrain. Voilà, il y a à la fois le risque d'un repli sur soi et d'une économie, effectivement, qui est de plus en plus dure. On en subit aujourd'hui les conséquences de plein fouet avec de la précarité auprès de certains publics. Et puis, d'un autre côté, on a aussi des vraies prises de conscience, sans tomber non plus dans des positions extrêmes, bien sûr, mais quand même des volontés de recherche de sens au travail, de gens qui se questionnent. Je fais du bilan de compétences par ailleurs, on voit bien que les gens ils s'interrogent sur plein de choses aussi, l'envie aussi de certains lanceurs d'alerte de tirer des sonnettes d'alarme sur des choses importantes. Donc je trouve qu'il y a vraiment les deux en fait aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs dans l'humanité, la question c'est lequel des deux finalement on a envie de prendre pour guide et vers lequel des deux on a envie de donner son énergie et ses convictions. Giovanna, merci. Thibaut, je retiendrai une de vos dernières phrases. On fait de notre mieux avec du bon sens. Ouais, je crois que c'est le principal. Si tout le monde fait ça, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, ajouter un peu de plaisir quand même dedans. Et quand on prend du plaisir, on avance, quoi. C'est le principal, quoi, dans la vie quand même. Merci beaucoup. Merci. Comme à chaque émission de Cœur de Business 42, à la fin, je demande mon petit cadeau, mon porte-clés, voilà, donc pour afficher sur mon mur de porte-clés. Je te remets un porte-clés. Alors, c'est quoi en fait ? C'est un cordon qui retrace le passé familial donc de la société Ravalet Maisonneuve. C'est un peu une dragonne qui est fermée par un ferret. Le ferret qui a été fabriqué par la société donc Baronnier qui a été racheté Croissance Externe et qui fabriquait des ferrets donc par emboutissage de feuillard métallique, mais qui fabriquait aussi des étiquettes métalliques par le même process. Et donc ça
Ça résume bien l'activité et l'évolution quelque part d'une société à une autre et la continuité de la société, de l'entreprise familiale. Et je tiens à préciser le petit bonus, c'est qu'en plus le porte-clés est gravé cœur de business et gravé à la date du jour de l'enregistrement, donc 29 novembre 2022. Giovanna, merci. Merci beaucoup à vous deux. Thibaut, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.